Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Rétrospective. Une émission débat d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin. Bonjour et bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au parcours d'un homme qui a osé dire non aux colonialistes français dans un contexte complexe. Il s'agit de la figure panafricaine, Sékou Touré, qui a eu à présider la Guinée entre 1958 et 1984. Pour de nombreux Guinéens et pour les militants panafricanistes, Sékou Touré reste celui qui a dit non au référendum du général de Gaulle le 28 septembre 1958. L'ancienne génération guinéenne, celle qui a pris part à la lutte de libération et à la lutte pour l'indépendance, considère Sékou Touré comme une figure de la résistance à l'ancien colonisateur. Pour cette génération, Sékou Touré a honoré la Guinée et l'Afrique en donnant le signal des indépendances en Afrique francophone. De lui, on garde encore l'image d'un souverainiste hostile à tout interventionnisme extérieur et son célèbre discours du 28 septembre 1958, ce jour-là, il consomme la rupture avec le général de Gaulle en déclarant, je cite, « Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. » M'accompagne dans cette émission qui est consacrée à la figure de la révolution africaine Sékou Touré, Moustapha Mohamed Moustapha, Ayouba Idi Ali et Samuel Hakizimana. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Quand on parle de Sékou Touré, on imagine ce contexte des années, fin des années 50 et le début des années 60, c'est la période des indépendances en Afrique, marquée par de fortes personnalités, n'est-ce pas, Moustapha? Effectivement, Sékou Touré, c'est une des figures emblématiques, justement, tête d'éperon, justement, dans la lutte anti-colonialiste, surtout, voilà, à l'époque. Dès le début de 1960, oui. Justement. Et il fut un des premiers présidents africains qui a demandé l'indépendance de son pays, malgré les ressources qui sont limitées et tout. Et donc, on peut parler de lui aujourd'hui comme étant un des pères fondateurs du panafricanisme. Et non seulement il est panafricaniste, il est aussi un des nationalistes rares. Pourquoi? Parce que sa position était vraiment très critiquée, parce qu'il semble être vraiment très hostile, voilà, quant à l'impérialisme français, justement, et aussi d'autres impérialistes occidentaux. Donc, c'est quelqu'un qui est resté aujourd'hui dans la tête de tous les Guinéens et surtout les Africains également. Anticolonialiste, souverainiste, Ayouba Idi Ali. Et effectivement, c'est un arabe, comme l'a introduit d'ailleurs le collègue Moustapha. Aujourd'hui, nos auditeurs se posent la question, qui est Sékou Touré? Sékou Touré était un homme politique guinéen qui a joué un rôle crucial dans la résistance coloniale de la Guinée contre la domination française, comme il l'a dit. Il est né le 9 janvier 1922 à Fara en Guinée. Voilà. Donc Touré a commencé sa carrière politique dans les années 1940 en tant que membre du syndicat. Il a d'abord milité comme dans le syndicat des enseignants. Après, il a créé le mouvement révolutionnaire qu'il a mené d'abord comme député à l'Assemblée, où quand le général de Gaulle dans les années 58, a fait le tour en Afrique pour demander aux Africains d'accepter la liberté, mais au sein de la communauté française. Les Guinéens ont voté à 97% non contre cette proposition et ont préféré l'indépendance totale.
Voilà d'où la citation populaire de Sékou Touré quand il dit « Nous préférons la dignité dans la liberté que l'opulence de l'esclavage. » Cet homme a combattu le colonialisme, a contribué à une prise de conscience collective des peuples africains, car c'était une lutte collective. C'est ainsi que la Guinée fut le premier pays africain à accéder à l'indépendance. Mais c'était une lutte aussi... Juste pour compléter ce que Aïba vient de dire, le premier pays africain colonisé par la France. Par la France. Oui, par la France, etc. Oui, juste pour compléter aussi, il a parlé un peu de son parcours. On peut parler aussi des années 1940 en 1945, où il a rejoint le Parti communiste français, où il a milité contre les droits de la classe ouvrière, etc. Arrivé jusqu'en 1947, où il est un des membres fondateurs du Parti démocrate guinéen, du Parti démocratique guinéen, qui est PDG, comment on peut dire le PDG, qui était même le parti au pouvoir par la suite. Sékou Touré, moi je dirais, quand j'entends son nom, j'entends cette fierté d'une personne qui reconnaît sa valeur. Si une personne peut dire devant le général de Gaulle en disant « Nous préférons la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavage ». Imaginez une personne qui balance ça à une personne qui faisait trembler les colonies françaises. Mais il balance ce discours en disant avec fierté, où on s'est dit « Nous voulons juste la liberté. On s'en fout de ce que vous pouvez nous donner comme richesse. Nous voulons la liberté. C'est ce qui est la plus primordiale. » Et à travers ça, j'aimerais ajouter une des phrases mythiques. Il avait dit « L'Afrique ne peut pas être développée par l'aide étrangère. Elle sera développée par ses propres ressources humaines et matérielles. » Ce qui montre qu'il savait c'est quoi la vraie richesse. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Rétrospective. Bonjour Hassan. Bonjour. Je commence avec toi, Moustapha. Alors, cette révolte au Kenya, est-ce qu'elle est particulière? Bien évidemment, c'est quelque chose de très particulier, justement. Et déjà, on va se rappeler d'abord de l'histoire. Les Momo, c'est d'abord une société secrète composée de Kikuyu, et les Kamba sont principalement de populations bantou qui habitaient au Kenya, après avoir lutté justement contre les Maasai et soumis à l'influence des Arabes puis les Portugais. Donc leur pays est tombé aux mains des Britanniques lorsque le sultan d'Oman concède les droits de la zone côtière. Et donc le Kenya est automatiquement devenu le protectorat britannique. Exactement. Donc c'était un mouvement qui a joué un rôle très très important dans la lutte pour la libération du Kenya vis-à-vis du colonialisme, surtout britannique. Oui, Samuel. Juste pour ajouter avec ça, il faut aller aussi dans le contexte pour bien comprendre que le Momo, comme Moustapha vient de dire, c'était un mouvement, mais ce mouvement il regroupait un certain nombre de tribus, même les Kikuyu qui était la tribu principale qui était là, mais en dehors de ça il y avait d'autres tribus qui étaient là, mais ils avaient tous un même objectif, parce qu'on peut revenir en arrière, parce que lorsque ce mouvement avait été créé, ils avaient un but qui était dans le sens où c'était créé, mais c'était un mouvement social et religieux. Mais au fil du temps, pour répondre sur les répressions, surtout, ils voulaient défendre ceux qui préservaient leurs traditions, etc., aux égards des Britanniques qui venaient coloniser leur pays. Mais au fur et à mesure, ils se sont un peu radicalisés pour répondre aux répressions des colonisateurs qui étaient là, parce qu'ils voulaient aussi, en d'autre part, leur liberté. Leur liberté, mais aussi ce qui a exacerbé, ce qui a motivé cette révolte, c'est le fait que les Kikuyu, majoritaires dans ce mouvement Momo, aient perdu leur terre. Leur terre. Oui, c'est pour ça que j'aimerais, juste avant j'aimerais revenir sur un mot de Jomo Kenyatta, parce que c'était l'un des leaders des Kikuyu. Il avait dit, quand les missionnaires sont arrivés, les Africains avaient des terres et les missionnaires avaient des Bibles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont appris à prier, les yeux fermés, et quand nous les avons ouverts, on s'est retrouvés avec des Bibles et les missionnaires avaient des terres. Pour répondre en disant à ce que vous venez de dire, en réalité, ils se sont retrouvés en disant, ok, on a maintenant des Bibles, mais nos terres ne nous appartiennent plus.
Ce qui a poussé à cette révolte parce qu'ils se sont dit c'est pas possible. Parce que imaginez une personne qui a des terres, etc. Mais après, à un certain moment, les terres les sont confisquées. Donc, ces groupes-là, ils se sont créés en disant, ces mouvements, ils se sont créés en disant, nous devons nous battre parce qu'ils se sont rendus compte que même protéger leur culture. Pourquoi? C'est on dit, ok, vous nous avez appris à prier, mais vous avez appris à prier pour voler nos terres. Donc, en réalité, nos traditions, on doit les préserver. Donc, on savait ce qu'on faisait. Juste pour ajouter quelque chose à cela. En fait, comme vous avez dit, ça a commencé quand c'était sous contrôle des Britanniques. Sous protectorat. Voilà. Donc à partir de 1920, le Kenya, faut-il le rappeler, devient une colonie britannique. Oui, et ça a commencé, c'est en 1940, je pense qu'ils ont commencé à manifester leur mécontentement contre les Sur le plan Britanniques. politique d'abord, oui. Exactement, ils utilisaient les Kikuyu comme main d'œuvre, ils prenaient leurs terres. C'est en 1940. Avant 1950, avant le mouvement. C'est en 1940 que ça a commencé. Alors, Oui. donc c'est une population qui a été réduite, Moustapha Mohamed Effectivement, Moustapha, en esclavage. Samuel, hein. Oui. il venait de soulever un point très très essentiel dans cette lutte parce que ce mouvement, lorsqu'il est né, ils avaient pour objectif justement de lutter contre l'oppression et aussi de revendiquer la souveraineté du peuple kenyan. Mais et aussi de conserver, c'est-à-dire leur culture et tradition. Oui. Voilà, parce que lui, quand il a dit, lorsque les colonisateurs sont arrivés, ils ont ramené les Bibles, la Bible, justement, mais après, qu'est-ce que cela a changé? Ça a impacté, c'est-à-dire les traditions et cultures qui existent entre-temps. Et donc, pour eux, une manière de revendiquer, c'est pourquoi ils ont même baptisé les Momo, c'est-à-dire c'est la rébellion, en fait. Et donc après, ça a pris d'autres dimensions politiques, jusqu'à ça déclencher la guerre et tout ça. Samuel, Oui. alors ce mouvement est l'émanation d'une scission au sein d'un parti politique majeur que dirigeait alors Jomo Kenyatta. Oui. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Oui, parce que au début, comme on a pu le dire, c'était pour le côté défendre et puis ça s'est radicalisé pour répondre aux répressions des coloniaux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, déjà, il y avait des conflits fonciers. Imaginez, il faut regarder cette situation où ça fait des milliers d'années que ces gens-là, ils avaient leurs terres qui étaient à eux, qui les appartenaient. Mais à un moment, quand vous avez dit à partir de 1920, etc., lorsqu'ils ont un peu, les colonisateurs, les Britanniques sont arrivés, etc., ils ont confisqué certaines terres qui appartenaient au Kenya. D'où certains tribus comme les Kikuyu, qui étaient en majorité, les Kikuyu, la tribu Kikuyu, ils se sont regroupés pour faire un mouvement, mais ils ont aussi influencé d'autres tribus en disant ok, ce qui se passe, c'est pas normal parce que nous devons défendre notre souveraineté et nos traditions. Parce que c'est inacceptable. Non seulement ça, c'est là où il faut mettre en compte. C'est pas seulement défendre leurs terres contre les Britanniques, mais défendre aussi leurs terres contre les Kenyans qui ont trahi leur patrie. Parce que c'est là où ils ont commencé avec certains mouvements, et notamment les attaques contre les infrastructures britanniques, les postes de police, parce que les Britanniques, il faut répéter qu'ils s'étaient bien installés. Ils avaient mis des infrastructures, ils avaient des postes de police, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils avaient même des fermes. Ouais. Ce qui était là, c'est qu'il y avait cette répression de la part des Momo, qui s'est dit non, il faut qu'on se batte pour ça, à leur tête avec certains leaders comme Jomo Kenyatta, où ils se sont battus à tel point que même les Kikuyu, les Momo, on peut revenir sur les Momo, c'est-à-dire qu'à un moment même il y avait une telle répression qu'ils étaient tués, il y avait des massacres en rapport avec le mouvement Momo, etc. Mais ce qui regroupait, c'est que malgré tout ça, ils n'abandonnaient pas jusqu'à un moment où même les Britanniques, ils étaient fatigués. Ils sont partis dans les négociations, d'où les leaders comme Jomo Kenyatta ont joué un rôle important vers les 1960.
Alors, avant 1960, je sais qu'à partir de 1950, c'est en 1950 d'ailleurs, que la révolte Mzhora est lancée. Et puis, 2 ans plus tard, les Anglais imposent un état d'urgence et entament une répression féroce. Exactement. C'était suite à une série d'attaques violentes qui étaient menées par les Momos que les colonies britanniques ils ont déclaré un état d'urgence le 20 octobre 1952. Et il y avait dedans Kimati qui a rejoint le mouvement Momo et il devient l'un des principaux commandants aussi. Oui. Et en fait, c'est là où on comprend que les Momos aussi, ils n'ont pas lâché l'affaire, ils ont combattu. Depuis qu'ils ont commencé en 1940 où ils ont senti le mécontentement parce qu'ils n'étaient pas dans le pouvoir, ils faisaient pas partie dans tout ce qui est décision politique, économique, et suivi en 1950 et puis en 1952 c'est là où ils ont déclaré l'état d'urgence. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Rétrospective. Pour entamer cette émission, j'aimerais d'abord avoir vos réaction par rapport à cette décision prise par le gouvernement malien par rapport à la langue française. Vous savez que depuis le 22 juillet, le français n'est plus une langue officielle au Mali. C'est une langue qui a été déclassée pour devenir une langue de travail depuis donc le 22 juillet dernier. Joseph. Je trouve que c'est une décision déjà mémorable et historique. C'est un pas vers l'avant pour, d'une certaine manière, faire mettre les Africains à l'avant sur le plan des langues, parce que voilà, l'imposition de la langue française au niveau du Mali, comme dans toute autre colonie, c'était sur le plan politique et ça avait un impact beaucoup plus économique également pour la France en fait. Ce changement va permettre à ce que les Africains, particulièrement les Maliens, puissent se réattribuer déjà sous une forme culturelle, sous une forme traditionnelle, leur langue parce qu'il y en a plusieurs qui ne la maîtrisaient pas. Donc je trouve que c'est une très bonne décision de la part Samuel, de l'administration. Une décision franchement très forte, c'est une décision forte, il faut l'avouer. Mais j'y reviens sur ce que Joseph a dit et je l'appuie en disant c'est une manière aussi de réaffirmer nos langues, parce que on peut se poser la question en disant pourquoi on a mis les langues des colonialistes en avant plus que même nos propres langues. Donc c'est aussi un retournement de la situation. Oui, ça aura des conséquences certainement, mais c'est aussi retournement de la situation où on voit que en Afrique, on commence à considérer, à avoir d'autres points de vue en disant devant aussi en avant nos propres langues. Parce que nous avons des langues, mais juste pour dire quelque chose, parce qu'avant, on associait la langue du colonialiste comme la langue intellect, et on considérait nos langues comme la langue des sous-développements, etc. Oui. Mais c'est pas le cas. En réalité, c'est pour montrer que nos langues aussi, on doit les valoriser, même au détriment de langue des colonialistes. Donc c'est une décision forte que je tiens vraiment à saluer pour le peuple malien. Moi aussi, je suis du même avis de Samuel et de Joseph aussi, parce que à la base, avant que des langues étrangères, on les adopte comme langue officielle en Afrique, on avait déjà des langues. Donc c'est une façon de réaffirmer notre identité surtout. Et c'est important d'avoir une autre propre langue comme langue officielle. Alors, j'aimerais vous donner donc un point de vue, un vieux point de vue, celui de l'écrivain et intellectuel kényan, Ngugi wa Thiong'o, qui a fait un constat accablant dès la fin des années 70, en 1979, quant au sort réservé justement aux langues africaines face aux langues des anciennes puissances coloniales. Ces langues, écrit-il, ont été associées à des attributs négatifs dans les universités et les écoles, c'est-à-dire elles sont associées au sous-développement, à l'arriération, à la misère, etc., au lendemain de l'indépendance. Samuel, avant de donner la parole à Joseph, je peux dire, ça c'est une histoire qui m'a marqué, parce que je me rappelle, à une époque, nous, à l'école, on nous frappait quand on parlait nos langues, parce qu'on nous obligeait à parler la langue française. Parce que quand on était dans la cour, en tant qu'enfant,
Des fois, parce qu'il y a des enfants qui maîtrisent pas réellement la langue française. Oui. Du coup, même dans les locaux des écoles, quand on jouait, et qu'un enseignant t'ait trouvé, par exemple, en train de parler du Swahili, il t'est frappé et tu étais puni. Pourquoi? Parce que vous venez de le dire, même à travers ce que notre frère a dit, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire que la langue française, on l'attribuait à un développement d'un être humain. C'est-à-dire que lorsqu'une personne s'exprimait en français ou en anglais, on peut le dire, français, anglais, langue des colonisateurs, on considère que cette personne est instruite, que cette personne est développée. Mais quand une personne s'exprime dans sa propre langue, on le considère comme une personne inintellect, qui n'a pas étudié, comme une personne sous-développée, comme une personne qui n'a pas d'avenir. À tel point que je reviens sur un de témoignages. Moi, je connais des gens où, lorsqu'un enfant est né, on l'oblige à parler en anglais et en français. Pourquoi? Parce qu'on considère que si l'enfant parle anglais et français, cet enfant est considéré comme une personne développée intellectuellement, alors que c'est faux. C'est faux. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Rétrospective. Ils m'ont fait drôlement souffrir. Ils m'ont brûlé avec les chalumeaux, ils m'ont frappé à coups de trosse, ils m'ont frappé à coups de bâton, ils m'ont donné de l'eau avec de l'eau de javel, et puis j'étais évanoui. J'ai vu ici des policiers qui donnaient des coups de trique, des coups de crosse aux Algériens, et ceux-ci, pour ne pas être frappés, essayaient de se mettre en arrière, la rambarde étant plus petite. Il n'y avait qu'à les pousser par-dessus, ou si ça allait passer vite, les prendre par les pieds et les balancer par-dessus. Il s'agit du massacre du 17 octobre 1961 à Paris, qui a ciblé principalement les Algériens lorsqu'ils ont manifesté suite à l'appel de la Fédération de France du Front de Libération Nationale contre un couvre-feu raciste que leur a imposé alors le préfet de police de Paris. Évoquer ce massacre, c'est aussi évoquer l'ingratitude de la France à l'égard des immigrés algériens et africains qui, des années durant, ont contribué amplement à la construction de la France, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Les Africains et les Algériens, après avoir participé comme chair à canon à la libération de la France, ensuite comme main-d'œuvre à bon marché dans les industries manufacturières et dans le bâtiment des grandes et petites villes françaises, vont subir la discrimination et le racisme quand ils ne sont pas massacrés. Et les massacres, il y en a eu. Et en 1961, des centaines d'Algériens immigrés sont massacrés froidement à Paris suite à une manifestation contre un couvre-feu raciste. Ce fut peut-être le dernier massacre de la France coloniale. C'était bien expliqué qu'on ne devait porter rien sur nous, pas même une épingle à nourrice, parce qu'on avait bien précisé que cette marche serait pacifique. Imaginez-vous dans la rue et vous voyez des corps par terre avec du sang, avec des menottes, c'est l'horreur, il n'y a pas d'autre mot que ça. Pour revenir sur ces massacres, sur cette ingratitude de la France coloniale vis-à-vis des colonies, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Adiara Sogodougou, Vania Gwembe et Sherifa Obon. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Mesdemoiselles, bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. Je commence avec toi, Adiara Sogodougou. Qu'est-ce que vous pensez de ce massacre du 17 octobre 1961 à Paris? C'est juste une répétition, parce que la France, pour s'imposer et démontrer sa force, a toujours répondu par la violence. C'est quand même controversé pour un pays qui s'est dit civilisé et qui prétend apporter de la civilisation aux pays africains, de se comporter de la sorte. Vania Gwembe. Le 17 octobre est une date significative, bien souvent qui est méconnue.
C'est un jour marqué par des événements tragiques liés à la guerre d'indépendance algérienne et à la tension croissante entre la France et le Front de libération nationale. Alors, on a évoqué aujourd'hui les massacres des Africains, on a évoqué le racisme, surtout comme fondement du colonialisme. Mais est-ce que c'est pas aujourd'hui nécessaire de faire un travail de mémoire pour que les Africains n'oublient pas ces sacrifices? Oui. Je pense que c'est plus que nécessaire. Oui. Parce que durant cette émission et à travers mes recherches, j'ai été submergée quand je lisais les archives. Oui. C'est comme si je vivais l'événement en fait. Et j'en ai même parlé avec mes collègues. Oui. Donc on doit faire un travail de mémoire. Il le faut pour que la nouvelle génération, ceux qui vont venir, sachent ce qui s'est passé. Et il ne faut pas surtout se limiter à une seule, on va dire, source. Oui. Il faut varier ses recherches. Par ces moyens-là que vous allez découvrir la vérité. Parce que chacun, après, c'est l'histoire. Nous, on n'était pas là. Chacun le raconte comme il veut. Oui. Mais en variant et en vous fiant à des sources sûres, on va se retrouver. Et je pense que cette étude collective, ou bien le fait de rappeler aux Africains ce qui s'est réellement passé, en vaut vraiment la peine. Vous l'avez dit, Diarra Sogodougou, la mémoire contre l'oubli. Ça sera donc le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Diarra Sogodougou, Vania Gwambe et Sherifa Obon. Je tiens à remercier également tous ceux qui nous ont suivis sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine. Excellente journée et à très bientôt. J'en ai vu qui ont été jetés dans la Seine. Et j'en ai vu qui essayaient de s'accrocher à des buissons qui étaient au bord de la Seine pour essayer de se sauver.